Bonjour, mon nom est Nathalie Chabert-Buffet. Je travaille dans le centre expert en endométriose à l'hôpital Tenon, Sorbonne Université à Paris. Je suis endocrinologue spécialisée en médecine de la reproduction. Et donc je vais vous présenter un topo sur la prise en charge médicale ou médicamenteuse de l'endométriose en parallèle des traitements chirurgicaux. Alors, ce traitement médical de l'endométriose, qui fait partie d'un des trépieds de la prise en charge de ces patientes qui ont une endométriose, qu'il va falloir accompagner tout au long de leur vie. Et ces prises en charge vont inclure des épisodes chirurgicaux et des périodes de traitement médical. Et les rechutes post-opératoires existent, y compris dans les meilleures équipes. Et en fonction des études, on peut atteindre 50% de risque de rechute. D'autre part, le traitement chirurgical peut avoir un impact sur la fertilité, même si les stratégies qui ont été développées permettent maintenant de minimiser cet impact. Et donc le suivi à travers toute la vie de la patiente va permettre de éventuellement éviter ces prises en charge chirurgicales ou en tout cas entre les différents épisodes et avant le premier épisode, d'accompagner les femmes sur le plan médicamenteux. Donc chez les très jeunes femmes, on va avoir à concilier un éventuel désir de contraception avec la gestion de la douleur. Chez des femmes un peu plus âgées et qui seront dans le moment où elles souhaiteront des enfants, l'équilibre va être à respecter entre un désir de grossesse et le contrôle de la douleur, sachant que l'essentiel des traitements que l'on propose sont hormonaux et donc anticonceptionnels. Et enfin, quand la femme avancera en âge, il va falloir gérer l'apparition de facteurs de risque d'intolérance aux traitements hormonaux que l'on propose de façon habituelle. Alors le traitement médical, lui, en revanche, il a comme principal inconvénient d'être uniquement suspensif, c'est-à-dire que quand on l'arrête, la maladie reprend son évolution. Il se pose des questions sur l'impact sur le long terme de ces traitements, en particulier le blocage de l'axe gonadotrope et le risque de déminéralisation osseuse, ou encore plus récemment le risque d'apparition de méningiome après des traitements progestatifs au long cours. Et puis, notion plus récente, les femmes qui souffrent d'une endométriose sont plus à risque que les autres d'avoir certaines pathologies, notamment auto-immunes, parmi lesquelles le lupus, dont le risque est multiplié par 2. Et donc ce lupus érythémateux disséminé, vous savez qu'il peut être aggravé par certains traitements hormonaux à base d'estrogène. Alors, on dispose de nombreuses recommandations pour la prise en charge de ces patientes. Pour les 3 plus récentes, la Société européenne de médecine de la reproduction en 2014, l'ESHRE, l'Institut d'excellence clinique britannique, le NICE, en 2017, et également en 2017 en France, les recommandations conjointes entre le Collège national des gynécologues obstétriciens français et la Haute Autorité de Santé. Alors j'ai reproduit ici les recommandations de l'Institut britannique et donc vous voyez que ces recommandations, elles insistent sur plusieurs points. Premièrement, une prise en charge globale qui va être pluridisciplinaire et qui va faire appel à des praticiens qui vont être des médecins, des chirurgiens, mais aussi des psychologues, des ostéopathes, etc. Que deuxièmement, le tempo doit être assez soutenu pour soulager la douleur et donc une tentative thérapeutique qui échoue au bout de 3 mois doit absolument être réévaluée sans laisser cette femme souffrir encore plus longtemps. Il faut également définir les priorités et donc par exemple chez une femme en âge de procréer, bien voir avec elle si sa priorité va être de traiter sa douleur ou d'avoir une grossesse et s'adapter à sa demande. Et enfin, de s'appuyer sur des centres experts, en particulier dans des situations problématiques comme une atteinte urinaire ou digestive qui pourrait nécessiter un avis chirurgical par exemple, ou la prise en charge d'une adolescente qui ne serait pas soulagée tout simplement par sa contraception estro-progestative et qui pose des questions très spécifiques. Alors, dans l'évaluation de la douleur, donc il faut bien sûr évaluer son rythme au fil du cycle pour mieux cibler la manière dont on prescrira le traitement hormonal, continu ou discontinu par exemple. Et il faut aussi connaître bien les caractéristiques de la douleur. Et il y a par exemple l'excès de nociception, qui est donc une douleur qui est plus importante par exemple que ce que pourrait laisser penser l'imagerie dont on dispose. Et dans ces cas-là, les antalgiques conventionnels à base de paracétamol, etc., peuvent avoir une efficacité sans qu'on soit obligé, par exemple, de donner un traitement hormonal si c'est un peu compatible avec le projet de la patiente. Il faut alerter les femmes sur les prises au long cours d'anti-inflammatoires non stéroïdiens qui peuvent avoir un impact gastrique et rénal au long cours et en automédication en particulier. Deuxième chose, il y a des douleurs neurogéniques, donc on connaît, qui ressemblent aux douleurs de sciatique par exemple. Et dans ce cas-là, on peut utiliser préférentiellement des dérivés de la prégabaline, de la mitriptyline, qui sont efficaces dans les douleurs neurogènes en général, qui n'ont pas été spécifiquement évaluées dans l'endométriose.
Et enfin, il y a le problème de l'hyperalgésie, qui est favorisée aussi lorsque les femmes qui ont été opérées n'ont pas été parfaitement contrôlées en préopératoire ou en périopératoire. Elles risquent d'avoir des douleurs chroniques post-opératoires par hypersensibilisation. Et là, trouve toute sa place la prise en charge pluridisciplinaire avec des kinésithérapeutes, des ostéopathes, en plus de l'accompagnement médical pur. Cette prise en charge, donc, elle est globale, quelle que soit la stratégie qui va être adoptée par cette femme. Et donc, on peut proposer, autour d'une prise en charge psychologique, parce que c'est une maladie qui a un fort impact psychologique sur les patientes, un accompagnement par exemple, l'acupuncture ou l'ostéopathie qui ont été évalués, ainsi que le yoga et la relaxation qui peuvent donner de très bons résultats, notamment en termes de qualité de vie en général. Alors, si on ne peut pas proposer un traitement hormonal parce qu'il y a un désir de grossesse, donc on a un certain nombre de traitements antalgiques qui ont été évalués dans la dysménorrhée ou dans l'endométriose. Et donc, on peut utiliser les antalgiques de palier 1 comme le paracétamol par exemple. S'il est inactif, on pourra passer à un palier 2 comme le Nefopam par exemple, mais on ne pourra pas prolonger par exemple les anti-inflammatoires jusqu'à la fin d'une grossesse éventuelle. Donc tous les médicaments doivent être évalués au regard de leur risque potentiel pendant une grossesse, bien entendu, chez les femmes qui ont un désir de fertilité. Les médicaments dédiés à la prise en charge de la neuropathie, des douleurs neuropathiques, c'est essentiellement l'amitriptyline qu'on peut proposer pendant toute la grossesse. D'autres médicaments alternatifs ont été évalués, comme par exemple la mélatonine, le cannabis, des régimes alimentaires, des compléments alimentaires. Ils sont tous à considérer avec une extrême précaution chez ces femmes qui ont un désir de grossesse, puisqu'on n'a pas été évalués et on ne sait pas quel est leur impact potentiel sur le fœtus. En revanche, les thérapeutiques physiques comme l'acupuncture, l'ostéopathie, la stimulation électrique de la paroi abdominale ou encore le tai chi chuan et le yoga peuvent tout à fait être proposés à condition d'être dans des mains de professionnels qui connaissent bien les femmes enceintes et qui savent adapter la prise en charge à la grossesse. Alors, chez les adolescentes, je vous ai dit qu'il y a des enjeux spécifiques. Alors, des enjeux que je vais passer rapidement parce que ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, qui est de bien faire le diagnostic d'endométriose sans être trop invasif et d'éviter les chirurgies itératives. Et chez l'adolescente, un des points précieux, c'est le capital osseux et donc la préservation de ce capital osseux dans le choix des thérapeutiques hormonales. Le pic de masse osseuse est en fait atteint très tôt et probablement avant 16 ans. Et donc, chez les très jeunes adolescentes douloureuses, il faut éviter de leur proposer des traitements qui vont les dépléter en estrogène pour leur permettre de constituer leur pic de masse osseuse de manière adéquate pour leur éviter, dans 50 ans, d'avoir des soucis à type d'ostéoporose. Donc en première intention chez ces adolescentes, on va essayer de proposer des traitements avec la meilleure tolérance possible. Donc les contraceptifs œstroprogestatifs, en les informant bien néanmoins des risques vasculaires qui, même s'ils sont exceptionnels, doivent être bien expliqués aux femmes. Ou comme alternative, les microprogestatifs qui n'entraînent pas de déplétion estrogénique mais qui sont un peu moins bien tolérés sur le plan des saignements. Et en cas d'échec de ce traitement de première intention, il est recommandé d'adresser ces femmes dans des centres spécialisés pour mieux dessiner leur prise en charge. Cet avis spécialisé il va permettre soit de discuter éventuellement, c'est très rare mais ça peut arriver, un traitement chirurgical, mais le risque de récidive va être très élevé, en particulier pour les endométriomes, soit de proposer un traitement hormonal en deuxième intention. Alors le dienogeste, qui est une molécule dont je vais reparler et qui est une bonne solution mais qui a été peu évaluée chez les adolescentes. Et puis donc, vous voyez que j'ai écrit macroprogestatif point d'interrogation, et dans cette population d'adolescentes, il n'est pas souhaitable de proposer des macroprogestatifs parce qu'on partira sur un traitement sur le long terme et que les recommandations de la NSM toutes récentes suggèrent de ne les utiliser qu'en toute dernière intention. Si on est complètement bloqué, on peut éventuellement discuter des analogues de la GnRH avec systématiquement une supplémentation estrogénique au minimum ou estroprogestative. Chez la femme adulte, la situation est complètement différente. On va voir si cette femme a été opérée ou si elle n'a pas encore été opérée. Si elle n'a pas encore été opérée, on va se caler sur ses symptômes et sa douleur. Est-ce que cette femme est douloureuse? Elle n'est pas douloureuse. Est-ce qu'elle a un désir de grossesse? Elle n'a pas de désir de grossesse. Dans ce cas-là, on n'est pas obligé de lui proposer un traitement.
Elle prendra la contraception qui lui convient puisqu'elle ne souhaite pas de grossesse et selon les modalités qui lui conviennent. Si elle a un désir de grossesse, donc il faudra évaluer la cause de son infertilité éventuelle et l'orienter vers des traitements non hormonaux si de la douleur et surtout une prise en charge en assistance médicale à la procréation si nécessaire, sans trop tarder là encore pour éviter de faire prendre du retard dans leur projet à ces femmes. En revanche, si cette patiente est douloureuse, il faudra lui proposer un traitement médical premier ou l'adapter par rapport à ce qu'elle a déjà pris. Et donc, on retrouve à nouveau les contraceptifs estroprogestatifs, alors comme pour l'adolescente d'ailleurs, à base de lévonorgestrel ou de norgestimate pour limiter le risque de thrombose. Et ce traitement peut être proposé en discontinu chez une femme non opérée ou en continu si elle persiste à avoir une dysménorrhée lors d'un traitement discontinu. L'alternative chez la femme adulte est le système intra-utérin ou lévonorgestrel. Le seul qui a été évalué pour l'instant est dosé à 52 mg. Les plus petits dosages n'ont pas été évalués dans l'endométriose strictement. On peut ensuite proposer du Dienogest ou des microprogestatifs et en toute dernière intention, là encore, des macroprogestatifs. Et il est recommandé de n'utiliser, selon la NSM, recommandation toute récente, que le Luthéran qui a une AMM en contraception ou éventuellement la colprone. Le Luthéran a été évalué de même que le luténil, donc l'acétate de chlormadinone et l'acétate de nomégestrol, et tous deux sont responsables d'une surincidence des méningiomes. C'est pourquoi on les propose en dernière intention chez des femmes qui n'ont pas de méningiome avéré après contrôle de l'IRM. On peut également proposer des analogues de la GnRH, là encore en supplémentant en estrogène et en progestatif. Alors, si cette patiente a été opérée, la situation est un petit peu différente. Donc, a-t-elle un désir de grossesse? Oui, dans ce cas-là, tentative de grossesse spontanée ou prise en charge rapide en assistance médicale à la procréation en fonction du reste du dossier, là encore pour éviter de perdre du temps. Il n'y a pas de désir de grossesse, alors on propose un traitement médical. Et dans ces cas-là, en cas d'antécédents chirurgicaux pour l'endométriose, il faut recommander un traitement en continu de première intention. Ne pas laisser le choix entre continu et discontinu pour limiter le risque de récidive. Donc soit un système intra-utérin au lévonorgestrel, un estroprogestatif, ou un microprogestatif ou du Dienogest. Et là encore, les macroprogestatifs en continu sont vraiment à utiliser en toute dernière intention, en réservant ce choix à l'acétate de chlormadinone et après contrôle de l'imagerie cérébrale pour éliminer un méningiome. Les analogues de la GnRH peuvent être utilisés en dernière intention, là aussi, avec une ADBAC thérapie. Alors, les méningiomes donc, sont associés à l'utilisation des progestatifs macrodosés. Et les deux études, donc une étude de prévalence, c'est-à-dire y a-t-il des méningiomes chez ces femmes-là, mais aussi d'incidence, je suis des femmes sous progestatif, est-ce que je vois apparaître des méningiomes, ont toutes les deux confirmé le lien, vraiment maintenant inéluctable, ou en tout cas non discutable, entre ces traitements à forte dose et prolongée et les méningiomes. Et la régression des lésions, ou en tout cas leur diminution significative lorsqu'on arrête ces traitements. Et donc, tout récemment, là, en janvier 2021, la NSM recommande pour l'acétate de cyprotérone, on le savait déjà, mais aussi pour l'acétate de nomégestrol et de chlormadinone, de faire un bilan d'imagerie pré-thérapeutique et de surveiller l'imagerie par la suite régulièrement. Et de plus, ils ont retenu, donc la NSM a retenu un certain nombre d'indications pour ces deux progestatifs macrodosés, et pour l'endométriose, c'est l'acétate de chlormadinone qui peut être utilisé et pas l'acétate de nomégestrol, et uniquement en cas de nécessité, c'est-à-dire d'échec des autres stratégies. Alors le Dienogest, c'est un progestatif particulier dont on dispose depuis un certain nombre d'années déjà à 2 mg par jour en continu, qui n'était pas remboursé en France, donc on avait moins d'expérience de cette molécule. On a maintenant 3 génériques remboursés de la molécule. Et donc c'est une molécule qui a été développée pour le traitement de l'endométriose. Donc on connaît par des études spécifiques précliniques très précisément le mécanisme d'action de cette molécule qui est impliquée dans les différentes phases de la physiopathologie. Et bien sûr, cette molécule, puisqu'elle a été commercialisée, a démontré son efficacité par rapport au placebo, mais aussi par rapport aux traitements de référence qui sont les analogues de la GnRH en termes de contrôle de la douleur et de qualité de vie. Et également en termes de récidive des lésions et de contrôle de la douleur chez les femmes opérées. Donc les génériques remboursés sont maintenant au nombre de 3. Et les données sont en revanche limitées sur une association qu'on a tendance à utiliser les uns et les autres, qui associe et qui est commercialisée, qui associe le Dienogest et le valérate d'estradiol, particulièrement chez les adolescentes, on pourrait avoir envie d'utiliser cette association. Et les données restent très limitées dans l'endométriose.
Les analogues de la GnRH, le futur, ça va peut-être être les antagonistes de la GnRH. Jusque-là, on utilisait les agonistes. Les antagonistes, à la différence des agonistes, n'entraînent pas d'effet flare-up avec une stimulation initiale du système gonadotrope. Et ils sont en cours d'évaluation dans l'endométriose. Donc on a eu l'Elagolix, donc c'est un antagoniste de la GnRH par voie orale, et donc qui a démontré son efficacité dans l'endométriose. Le Relugolix qui est actuellement en cours d'évaluation dans les myomes et qui va être évalué puis commercialisé dans le cadre de l'endométriose sous la forme de Relugolix associé dans le même comprimé à une ADBAC thérapie, c'est-à-dire de l'estradiol et de l'acétate de norethystérone. Et il y a encore une autre molécule en cours d'évaluation qui s'appelle le Linzagolix. Les effets secondaires sont les mêmes que pour les analogues agonistes, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, la déminéralisation osseuse, d'où la nécessité absolue d'adjoindre une ADBAC thérapie dès le début du traitement. Les options pour le futur, traitement anti-TNF-alpha, c'est une des bases de la physiopathologie de cette maladie. Malheureusement, les évaluations cliniques qui ont été faites n'ont pas montré d'effet. Inhibiteur des métalloprotéases, autre mécanisme très important dans cette pathologie, pas de données cliniques à ce jour, des données précliniques intéressantes, et de même pour les anti-angiogéniques. Donc, en conclusion, ce qui ne change pas dans la prise en charge par rapport aux recommandations avant 2017, c'est que les œstroprogestatifs restent un traitement de toute première intention. La deuxième chose qui n'a pas changé, c'est que quand on donne un analogue de GnRH, il faut donner une ADBAC thérapie qui doit comporter au moins un estrogène. Ce qui a été suggéré dans les recommandations, c'est qu'on pouvait commencer cette ADBAC thérapie avant le 3e mois de traitement pour éviter d'impacter la qualité de vie des femmes. Ce qui a changé, c'est les modalités d'administration, traitement continu ou discontinu, femme non opérée comme elle veut, femme opérée continue d'office. Les macroprogestatifs, attention, d'abord peu de données dans l'endométriose, et puis attention, les recommandations récentes disent en dernière intention, un peu en parallèle avec les analogues de la GnRH, et l'acétate de chlormadinone si on doit en utiliser un. Le dienogeste est recommandé en deuxième intention dans les recommandations et puis en première intention dans le référentiel de l'assistance publique hôpitaux de Paris depuis qu'il y a des molécules remboursées notamment et de nouvelles études qui ont été publiées depuis 2017. Le système intra-utérin au lévonorgestrel est remonté en première intention thérapeutique et les microprogestatifs sont proposés essentiellement chez l'adulte et chez l'adolescente en première intention comme alternative aux œstroprogestatifs en raison en fait de la quasi-absence de contre-indication et du peu d'effets secondaires en dehors des saignements malheureusement. Le danazol et les progestatifs injectables ne font plus partie des molécules recommandées dans cette prise en charge. En post-opératoire, donc attention, j'insiste, le traitement hormonal doit être continu, ce qui permet de réduire le risque de récidive douloureuse et d'améliorer la qualité de vie. Œstroprogestatif ou dispositif intra-utérin au lévonorgestrel. Et il est recommandé de poursuivre ce traitement tant qu'il n'y a pas de désir de grossesse et que la tolérance est bonne. Les analogues de la GnRH en post-opératoire sont recommandés pour le contrôle de la douleur éventuellement, mais ne sont pas recommandés pour prévenir la récidive des endométriomes notamment, puisqu'ils n'ont pas démontré leur efficacité. Donc le traitement de l'endométriose, c'est un travail d'une grande équipe et je vous remercie de votre attention.